Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Allô et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Donc cette semaine, je voulais qu'on parle des facteurs qui aggravent la réactivité, la protection des ressources, la prédation, l'anxiété, bref, les comportements qui sont instinctifs ou émotionnels. Souvent, on va parler des facteurs qui aggravent à long terme ce genre de situation. Puis je pense que ça ferait un sujet de live intéressant. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on parle des facteurs aggravants à court terme. Donc, qu'est-ce qui fait, hein, je vois souvent sur les réseaux sociaux, les gens qui vont dire, je comprends pas, mon chien faisait des progrès avec son anxiété ou sa réactivité. Et là, aujourd'hui, ça l'a vraiment mal été. Ah bon sang, est-ce que tous mes efforts sont à la poubelle? Et les gens vont penser qu'il faut qu'ils recommencent à zéro parce que le chien a une rechute. Alors que lorsqu'on pose des questions, on creuse, on va se rendre compte que il y a des événements, au fond, différentes choses qui sont venues, au fond, temporairement aggraver, que ce soit la protection des ressources, la réactivité, l'anxiété et dans certains cas la prédation aussi, et d'autres types de comportements émotionnels comme par exemple chez les chiots, les crises de mordage en tornade, on l'appelle la mornade, ou alors d'autres comportements de type instinctif qui peuvent être aggravés temporairement. Donc, c'est de ça dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Ah, on a Louise qui vient d'arriver, donc je suis super contente que vous soyez là. Comme toujours, hein, pour tout le monde, si vous avez des questions, des observations, il y a un truc que vous aimez, vous voulez que j'élabore, vous voulez juste échanger entre vous, donner des présentations live, c'est toujours plus intéressant quand les gens participent dans les commentaires. Donc, je vous invite à mettre des commentaires, mettre des bonhommes, des likes, tout ça parce que c'est beaucoup plus vivant pour moi. Et si je vois qu'il y a un sujet qui vous intéresse, mais je vais élaborer là-dessus. Comme par exemple, la semaine passée, les gens avaient, c'était pas tant que ça sur le sujet, on a parlé des différents types de présentation de comportements de stress qui sont moins connus et on a fini par élaborer sur la différence entre le stress et l'anxiété, ce que les gens ont trouvé fascinant. Donc, n'hésitez jamais à poser des questions ou des observations. On a Catherine qui vient d'arriver. On a Maggie Laurence qui dit que c'est un sujet qui est super intéressant. Elle travaille la stabilité avec les oiseaux. Et il y a probablement des pistes qu'elle pourrait utiliser. Donc, on verra à ce moment-là. Et l'idée du live m'est venue de deux sources différentes. Comme je le disais, c'est super fréquent là, sur les groupes Facebook. On voit des gens qui sont dans un processus de réhabilitation pour la réactivité. Et là, le chien a une mauvaise journée, il réagit beaucoup plus que d'habitude et les gens pensent que c'est la rechute du siècle, que tous leurs efforts sont à la poubelle. Alors que c'est souvent parce qu'il y a des facteurs qui temporairement vont aggraver la réactivité. Et c'est important de les connaître. Saviez-vous aussi que la majorité des morsures de chiens vont arriver en soirée? Et pour ça, ici, il y a une raison spécifique. En fait, il y a plusieurs raisons euh, qui vont faire que ça va souvent justement arriver en soirée. Et aussi, moi-même, il y a quelques semaines, mes chiens ont attrapé une marmotte dans la cour et j'ai certains des facteurs dont on va parler qui ont été en jeu. Donc, Ellie et Rina ont attrapé la marmotte.
et on va en reparler légèrement aussi. Donc, on a Sarah qui vient d'arriver. Je suis vraiment contente que tu sois là. Et je me demandais, Sarah pour les gens qui ne le savent pas, est la fondatrice et présidente de SOS Corgi Canada. Sarah, est-ce que tu sais que si dans les incidents qui souvent, au fond, vont faire que les gens vont relocaliser, au fond, leur corgi dans les cas où c'est des problèmes de protection des ressources ou problèmes de manipulation, est-ce que les incidents graves vont surtout arriver en soirée? Est-ce que c'est une information que tu as? Et on va reparler de pourquoi, mais je serais curieuse, Sarah, de savoir si, en tant que présidente de SOS Corgi Canada, qui est un refuge pour les corgis dans le besoin, si jamais tu avais ces informations-là, on a Catherine qui dit qu'elle ne sort jamais avec son chien le soir depuis que sa chienne a redirigé sur elle. Donc là, ici, on a un comportement qui est à la fois un instinctif parce qu'un chien va beaucoup se servir de sa gueule. On lui apprend à ne pas le faire lorsqu'il est jeune. Et on a surtout, au fond, un problème ici qui est émotionnel, qui rentre dans la gestion des émotions. Donc, on va reparler de pourquoi. Pourquoi est-ce que ça semble, comme justement Sarah dit que oui, dans certains cas, ça arrive souvent en fin de soirée. Donc, on va y aller avec le plus évident, hein, le plus évident au niveau de qu'est-ce qui va aggraver temporairement les problèmes, au fond, à la fois instinctifs et à la fois les problèmes de gestion des émotions. Donc, dans les deux cas, au fond, on a un chien qui réfléchit moins et qui va y aller beaucoup plus rapidement avec des automatismes, donc des débordements émotionnels d'un bord et de l'autre des comportements qui sont instinctifs, comme dans le cas de prédation et protection des ressources, ou dans le cas des jeunes chiots, hein, les attaques de tornades avec les dents. Donc, le stress est un facteur qui va aggraver temporairement, que ce soit à la fois les comportements instinctifs et les comportements de gestion des émotions. Et je dirais surtout les événements stressants. Et ça, on le voit énormément en réactivité. Beaucoup de gens qui vont dire ah, ça allait vraiment mieux et là, je comprends pas, mon chien a une méga réaction énorme. Et souvent, lorsqu'on va poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé avant, blablabla, on va se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'événements stressants qui se sont passés au fond, soit plusieurs petits événements qui sont des moyens à petit stress, soit un gros événement stressant comme une visite chez le vétérinaire, aller chez le toiletteur. Donc, après ce type d'événement-là, aussi souvent une visite de gens de la famille, tout ça ici, ça va augmenter le stress de l'animal et le stress peut prendre jusqu'à 3 jours à redescendre. Ce qui veut dire qu'on ne va pas nécessairement s'embarrer chez nous après un événement stressant, mais on va faire attention à dans quel type d'environnement on va aller se mettre et peut-être mettre l'accent dans les cas de réactivité sur des promenades où il y aura le moins possible de déclencheurs parce que le chien va être fragile. Dans le cas de protection des ressources, juste une seconde, je vais déplacer mon micro, vous me direz si le son y est mieux. Donc, dans le cas de protection des ressources, si on sait qu'on a un événement stressant, comme par exemple, je sais pas moi, on a des gens qui viennent à la maison ou nous-mêmes on s'en va en visite avec notre chien, on va prévoir notre gestion en conséquence et peut-être faire manger le chien dans sa cage, peut-être aussi ranger les jouets du chien avant que, au fond, la visite arrive et faire attention à tous ces éléments-là parce que le stress, les événements stressants, les événements qui sortent de l'ordinaire
vont augmenter les comportements instinctifs et vont rendre la gestion des émotions très difficile. C'est vraiment simple. Au fond, le chien a épuisé toute sa capacité à se gérer, à réfléchir, à prendre sur lui. Donc, il n'y en reste plus. Ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup plus facilement des débordements émotionnels d'un bord et de l'autre, le chien va beaucoup plus tomber dans ses comportements instinctifs. Et ça, ici, c'est important de comprendre ça. D'ailleurs, chez les humains, c'est la même chose. Pensez au type de pattern que vous avez lorsque vous êtes vous-même stressé. Des comportements instinctifs que vous avez comme moi. Je suis quelqu'un qui parle énormément. En situation de stress, je suis un vrai verbomoteur parce que c'est mon pattern instinctif et j'ai beaucoup moins de filtres aussi. Donc, on a Catherine qui dit les attaques de tornade avec les dents. C'est tellement ce que j'ai vécu. Le vase d'émotions était trop plein. Donc, comme on a dit, de la faculté à se gérer, le chien n'en a plus. Donc, on a Valérie qui dit j'aurais aimé t'écouter avant d'avoir mon bébé chien. C'est tellement la pire erreur que j'ai faite. Mon chien a été élevé dans le stress continuel pendant 4 mois. J'ai eu un démon pendant 4 mois. Et oui, c'est pas évident. Donc, c'est pas nécessairement des choses qui sont intuitives. Les gens nous parlent pas nécessairement de comment. Oui, tout le monde est capable d'imaginer que pendant un événement stressant, par exemple une visite chez le vétérinaire, le chien va avoir de la misère à se gérer. Mais c'est pas nécessairement évident que dans la journée qui va suivre ou même les journées qui vont suivre après la fameuse visite, après une méga réaction, après un incident en protection des ressources, le chien va tomber beaucoup plus facilement dans des patterns. Vous avez un chien qui fait de la prédation. S'il y a eu un gros événement stressant, votre chien va probablement en faire beaucoup plus. Et il y a aussi l'effet de la vision tunnel dans la prédation. Quand on a un chien qui fait de l'anxiété et de la prédation combinée, souvent le chien va utiliser la prédation comme étant un échappatoire à son anxiété. Ça, ici, c'est un sujet pour un autre jour. Mais les deux ensemble vont être comorbides. Prédation et anxiété, c'est comorbide ensemble. Plus le chien fait d'anxiété, plus il va faire de prédation. Quand le chien, au fond, dans certains cas, quand de faire de la prédation, ça amène ça rassure le chien. Ça lui donne quelque chose à se focusser dessus qui fait disparaître le reste. Et là, après ça, on rajoute de la frustration dont on va reparler. Ça va faire une roue qui tourne. Sarah dit que quand elle est fatiguée ou stressée, elle devient beaucoup plus bougonne, donc parce qu'elle a beaucoup moins de faculté à se gérer elle-même. C'est la même, comme je le disais, c'est la même chose chez les êtres humains. Donc, les événements stressants sont à prendre en considération non seulement pendant l'événement stressant, mais après l'événement stressant. Et ça ici, le laps de temps va dépendre d'un individu à l'autre. Plus on aide l'animal en évitant de le remettre dans des situations qui sont stressantes et s'assurer que ses autres besoins soient comblés, d'où le problème de quand même pas s'enfermer à la maison, plus vite il va, au fond, recharger ses piles à courage et à capacité à se gérer. Et de fois en fois, ça va être de plus en plus rapide, de la même manière que, comme dans le cas de Valérie, où un chien est continuellement dans une situation stressante, plus long à chaque fois ça va être avant qu'il redescende. Donc, oui, Catherine dit que son chien fait beaucoup de prédation et Agathe, dans ce cas-ci, fait de l'anxiété et les deux vont probablement être comorbides ensemble, malheureusement. C'est quelque chose que je me suis rendu compte moi-même avec ma Husky Mix. Euh, et c'était l'origine de son obsession avec tous les petits animaux. C'était de la prédation, mais qui était alimentée par son anxiété. Le deuxième élément qui va temporairement, au fond, augmenter tout ce qui est comportement instinctif et incapacité à se gérer, au niveau des émotions,
c'est le manque d'exercice physique. C'est pour ça que lorsqu'on sort pour aller se promener, le chien est souvent débile au début de la promenade. Après ça, le milieu de la promenade va quand même assez bien. Souvent, la fin de la promenade, ça va pas bien. On va en reparler. Pourquoi? Donc, le manque d'exercice physique va à long terme et à court terme. Les deux sont importants de comprendre, au fond, faire en sorte que l'animal va avoir beaucoup de difficultés à gérer ses émotions et il va tomber facilement dans des patterns. Donc, avoir un animal qui est bien dépensé à long terme, c'est important. Dépenser aussi dans des situations qui ne vont pas non seulement continuellement créer des antécédents, on va reparler des antécédents aussi. Donc, beaucoup de gens qui m'écoutent, c'est des gens qui ont des chiens à haute énergie. Et le défi avec ces chiens-là, c'est d'être capable de les dépenser adéquatement sans constamment être en train de les replonger dans des situations stressantes et créer des antécédents qu'on ne veut pas. C'est ça ici le défi du chien à haute énergie moderne. C'est vraiment pas évident, je le sais, parce que sinon on ne serait pas ici en train d'en parler. Et moins le chien va être dépensé à long terme, plus difficile va être sa capacité à gérer ses émotions. À court terme aussi, on va le voir, comme je disais, quand on rentre à la maison à la fin de la journée de travail, le chien il est souvent tout énervé puis excité. Zeph est un bon exemple de chien qui, quand il n'est pas dépensé à court terme, il va faire beaucoup plus de comportements instinctifs d'agrippage des autres chiens quand il y a de l'excitation. On va reparler de l'effet de groupe aujourd'hui aussi. Donc, au début de la promenade, il va pousser les autres chiens. C'est du herding, c'est instinctif. Il va essayer de les agripper. C'est un comportement d'excitation qui est très courant chez le Pembroke. Et à la fin, au fond, au milieu et à la fin de la promenade, cette phase-là dure 5 à 10 minutes, auquel au début de la promenade, il est plus énervé et à la fin de la promenade, il est en arrière de moi puis il marche bien pépère. Donc ça, ici, c'est un bon exemple de comment, à court terme, quand le chien est plein d'énergie, il va faire beaucoup plus de comportements instinctifs ou de manque de gestion des émotions, ce qui est normal. Tous les chiens font ça et les chiens aussi à long terme lorsqu'il y a un manque d'exercice physique. Là, on est plus aujourd'hui, on parle des facteurs aggravants à court terme, mais je voulais le mentionner parce que c'est important et c'est un défi. On va le voir que ça va augmenter tout. OK? Le manque d'exercice physique, ça augmente tout. Et souvent, c'est pas juste de faire une promenade qui va régler ça. On va reparler de la surstimulation. Donc, si on a un chien qui est en manque d'activité physique, souvent on va aller faire une activité de plus. Donc, à long terme, lorsque je parle de manque d'activité physique, il va rentrer à la maison, il va être débile par surstimulation. Et il va falloir, au fond, répéter ça, surtout dans le cas des chiens adolescents, pour voir si à long terme, il y a une amélioration. Et ça, ici, je l'ai vu avec Rina lorsqu'elle était ado. J'avais commencé, je trouvais qu'en soirée, elle avait vraiment de la misère à se gérer. Il n'était pas si tard que ça, donc on était quand même au début de la soirée. Et j'avais commencé à aller la promener vers 7 heures. Les 2, 3 premières journées, les 2 premières journées, je dirais, ça n'a pas eu tant une incidence que ça. Mais en continuant à moyen terme, j'ai vu qu'en général, il était beaucoup plus posé le reste de la journée. Ça c'était parce qu'il y avait un manque à moyen ou long terme au niveau de l'activité physique. Donc, Sarah dit que c'est pas de quoi je parle par rapport au comportement de corgi. Donc, oui, effectivement, n'importe qui a des corgis ici, c'est que le clac-clac de dents aux joues des autres chiens, quand ils sont excités, c'est quelque chose qui est très courant. Ça fait toujours rire. Donc, on a reparlé de la surstimulation. Reparlons-en ici. Donc, la
surstimulation, c'est lorsque le chien, il y a trop d'informations dans son cerveau et il ne se gère plus. Ok, c'est une définition très rapide de la surstimulation. On va prendre celle-là pour aujourd'hui. Souvent, lorsqu'on parle de bien stimuler un chien, la stimulation mentale, on va beaucoup parler comme si on était les seuls qui amenaient de la stimulation mentale à notre chien et ce n'est pas le cas. L'environnement, tout ce qui se passe dans la maison, à l'extérieur de la maison, nous, les autres membres de la famille, les autres animaux dehors, les écureuils, les passants, les enfants, les voitures, les autres chiens, les lumières qui flashent, tout ça ici va amener de la stimulation au chien. Et à un moment donné, le chien va tomber en ce qu'on appelle en surstimulation. On voit surtout ça chez les jeunes chiens, donc les chiots et les chiens adolescents. Et ils ne se gère plus. Donc, on va voir après ça des comportements de zoomies chez les chiens, des comportements au fond de chiens qui vont qui vont faire des crises de tornades. Chez les jeunes chiots aussi, c'est très, 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 très courant. Et souvent, on va penser que le chien est en déficit d'activité. Et le problème, c'est qu'on va aller y en offrir plus. Et là, il va être débile encore plus. Donc, exactement comme Catherine dit, c'est vraiment un défi de détecter le manque d'activité ou le trop plein parce que les symptômes d'excitation sont les mêmes. Le chien, il est débile. En bon français, diagnostic, le chien est débile. Donc, dans des cas comme celui-là, au fond, malheureusement, on peut essayer de voir c'est quoi le type de comportement que le chien va avoir s'il tombe beaucoup dans des comportements excessifs, de zoomies, comportements instinctifs, de mordillage, s'il a l'air de vraiment plus se gérer. J'aurais tendance à y aller peut-être un petit peu plus vers de la surstimulation si le chien a juste vraiment l'air d'avoir besoin de bouger. Il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de joie. J'irais peut-être plus vers de la joie excessive. J'irais peut-être plus vers un manque d'activité physique. Mais comme on a vu la semaine passée, ça peut masquer du stress. Je dirais que souvent dans le cas de surstimulation, le chien a l'air excessivement frustré. Mais encore là, des fois, ça va être très similaire et il va falloir qu'on essaie, qu'on aille faire une petite activité quand même assez courte et voir est-ce que ça semble être bénéfique au chien ou non. Et si on se rend compte qu'on rentre à la maison et le chien est encore plus débile, bien prenez en note ce que vous voyez dans votre tête pour vous dire, ok, ça c'est ce dont mon chien il a de l'air quand il est surstimulé. Si on rentre de la petite activité puis que le chien a l'air d'être mieux, on peut se dire, ah, ok, peut-être qu'il y avait besoin d'un petit peu plus d'exercice physique. Mais des fois, il va falloir qu'on essaye et qu'on accepte de se planter en pleine face. Et ça, ici, c'est le lot de tout le monde, surtout lorsqu'on a un jeune chien, parce qu'il va falloir qu'on apprenne lui spécifiquement, il est comment la surstimulation. Des chiens, j'en ai eu beaucoup et il y avait des tendances similaires, mais euh, mais je dirais qu'il y avait quand même des choses qui sont spécifiques à chaque individu et qu'il a fallu que j'essaye, surtout lorsqu'il est très très jeune, qu'on n'a pas nécessairement de routine, ou à l'adolescence quand il y a des pics d'énergie, ça demande un réajustement aussi. Donc, on a Sarah qui dit que Gaston fait un high five à son tonton pour donc à Zef pour le mordage de joue. Zef, il est vraiment très très bon là-dedans. Donc, on a Maggie qui dit dans des environnements nouveaux très stimulants, on atteint une limite vers 45 minutes. On le connaît bien maintenant. Pourquoi? Parce que au fond, Albert,
doit approcher de 2 ans, Maggie Laurence, je pense. Donc, Maggie Laurence connaît le pattern de son chien, ainsi que dans des environnements nouveaux très stimulants. Son chien a une limite de 45 minutes, ce qui est quand même bon. Parce que dans le cas de chiots et de chiens adolescents, 45 minutes, ce serait vraiment trop. Donc là, ici, on a un chien qui est plus vieux. Oui, ok, 18 mois, donc il y a 1 an et demi, c'est quand même bon. Dans son cas, le chien, oh oui, il tombe en surstimulation, quelques minutes de VCAM et le cerveau revient. Des fois aussi, un autre signe de surstimulation, c'est que si on envoie le chien au dodo, souvent il va faire une crise, puis après 5 minutes, il va tomber endormi. Donc ça ici, c'est comme un signe de surstimulation, mais en même temps, pas toujours. Donc, ça dépend. Euh, on a Catherine qui dit le chien qui n'arrive pas à dormir et se reposer n'aide pas non plus. Et bonjour, la surstimulation, des fois, il faut qu'on envoie le chien en dodo obligé aussi. Et c'est très courant chez les chiens de berger qui sont jeunes. Des fois, il faut qu'on y aille un petit dodo. Moi j'appelle ça le dodo obligé. Donc, et après ça, souvent, le chien, il va crasher parce que, justement, ça allait à 350 km/h dans sa tête parce que c'est une tornade d'informations. Donc, on va continuer sur cette ligne-là. Qu'est-ce qui aggrave les comportements instinctifs et les manifestations de problèmes de gestion des émotions? La fatigue. La fatigue va exacerber tout. Tout. Plus un animal et un être humain est fatigué, plus il tombe dans ses patterns et moins il se gère émotionnellement. Okay? Ça, ici, c'est universel. C'est pour ça ici que la majorité des problèmes de morsure arrivent en soirée. C'est pour ça aussi Catherine disait qu'elle ne promène plus sa chienne le soir parce qu'elle a déjà redirigé sur elle. Sarah disait que beaucoup de problèmes d'événements malheureux qui décident des gens que peut-être que leur chien serait mieux s'ils le relocaliseraient, ce qui est une très bonne décision dans certains cas, c'est parce que ces événements arrivent souvent en soirée et c'est à cause de la fatigue. La fatigue va faire en sorte que le chien va beaucoup moins se gérer et va beaucoup plus tomber dans des patterns. Et ça, ici, c'est vrai chez les chiens et c'est vrai chez les êtres humains. Que ce soit au niveau des problèmes de gestion des émotions, parce que le chien, il ne gère juste plus parce qu'il est fatigué, ou dans le cas d'un comportement instinctif, parce que vu qu'il y a de la fatigue, la cognition baisse, et vu que la cognition baisse, le cerveau va essayer de trouver des réponses plus rapidement en allant dans l'instinct. C'est pour ça que la protection des ressources va augmenter en soirée. Le chien aussi en soirée est beaucoup plus sujet à faire de la surstimulation. Donc on a comme une espèce de mélange de tout ça en même temps qui fait que la fatigue est probablement le facteur aggravant des problèmes instinctifs ou de gestion des émotions numéro 1 avec le stress. Donc là, surveillez toujours si votre chien est fatigué, c'est normal qu'il y ait plus de débordement émotionnel et c'est normal aussi qu'il tombe plus dans des patterns, des comportements aussi obsessifs qu'il a tendance à avoir. Les chiots en soirée aussi ont beaucoup plus tendance à faire des niaiseries en bon français, c'est normal. J'ajouterais aussi une autre chose par rapport à la fatigue. C'est pas nécessairement lié à la fatigue, mais il y a un lien direct. Le soir, lorsqu'il fait noir, on va avoir beaucoup plus aussi de comportements indésirés de la part des chiens. À cause de la fatigue, parce qu'il fait noir quand c'est le soir, numéro 1. Numéro 2, parce que au fond, on voit les chiens, ils voient beaucoup moins, donc ils vont être beaucoup plus sur leur garde. Il y a des chiens aussi qui ont peur du noir, donc là on a le stress qui embarque. Euh, parce que les lumières sont beaucoup plus visibles lorsqu'on a des chiens, par exemple, qui réagissent beaucoup aux lumières. On va voir beaucoup de ces comportements-là, comme par exemple les chiens qui font de la prédation sur les voitures. Il y a des gens qui vont trouver que c'est pire le soir, pas juste à cause de la fatigue, mais aussi à cause de la lumière. Et ça, moi aussi, je l'ai vécu avec Rina.
Donc, les phares de voiture peuvent être un déclencheur pour la prédation envers les voitures. Et dans le cas des comportements de réactivité, de crainte, d'agressivité, de territorialité, le soir, les chiens vont être beaucoup plus sur leur garde, beaucoup plus méfiants pour les mêmes raisons que nous-mêmes, on va l'être aussi. Si vous êtes dans une ruelle sombre, vous voyez mal, il y a un bruit louche, vous allez être beaucoup plus sur votre garde si on est en soirée que si on est en plein milieu de la journée. Ça, ici, c'est juste parce qu'on est une créature diurne et on a modifié les chiens pour qu'ils le soient aussi avec nous. Donc, Catherine dit, avec la fête des pères, la fatigue était exceptionnelle et mon chien a fait une crise de jappement qui s'est terminée jusqu'à ce que la visite parte. Au moins 1 heure, trop d'émotions, ça n'a vraiment pas dû être le fun dans un cas comme celui-là. Aussi, probablement dans les journées qui vont suivre, Agathe va être beaucoup plus fragile. Donc oui, ça a dû être vraiment difficile par rapport à cet événement-là. Donc on avait un mélange de surstimulation, stress, excitation et possiblement aussi de la fatigue et potentiellement aussi de la frustration des antécédents et le facteur humain dont on va reparler. Un autre facteur qui va temporairement aggraver, je dirais peut-être moins les problèmes de gestion des émotions, mais un peu, surtout les comportements instinctifs, ça va être l'ennui. Celui-là, ici, on n'en parle pas souvent parce qu'il y a de l'air évident, mais moi-même, je l'ai vécu récemment. Je promenais Rina dans une ruelle, pas dans une ruelle, dans un chemin où il se passait rien, il n'y avait pas de voiture, pas vraiment de gens, il se passait pas grand-chose. Et je voyais que Rina, elle s'emmerdait. On faisait juste se promener. Je lui demandais rien, à part juste qu'elle tire pas en l'air. Je n'avais pas envie de me faire charrier. Et je le voyais qu'elle s'ennuyait. Donc, Rina, c'est le genre de chien qui cherche quelque chose à faire. C'est un chien qui est de lignée de travail. Ça ne va jamais partir et je ne souhaite pas nécessairement que ça parte parce qu'elle a été sélectionnée pour ça. Et je le voyais qu'elle s'ennuyait. Je le voyais aussi qu'elle cherchait de quoi. Elle cherchait quelque chose à faire. Elle cherchait un objectif. Et comme j'y en donnais pas un, ben elle s'ennuyait, fait qu'elle essayait de s'en trouver un. Et à un moment donné, elle a commencé à regarder les voitures passer. Comme elle a 6 ans, ça fait des années qu'on travaille. J'ai dit non, non, bébé, là, on commencera pas à regarder, à guetter les voitures, là. On va se trouver une autre chose à faire. Mais je le sais que si je retourne chercher donc, si je retourne marcher à cet endroit-là, je vais donner quelque chose à faire à Rina pour l'occuper parce que je ne veux pas créer des antécédents à cause de l'ennui. On le voit aussi, un chien qui s'ennuie va beaucoup plus japper quand il se passe de quoi, un coup de vent, quelqu'un qui passe devant la maison parce que le chien n'a rien à faire puis il s'ennuie. Fait qu'il est aussi bien d'aller se trouver quelque chose à faire. Et souvent, ça a des comportements instinctifs comme de la prédation, de l'alerte, territorialité. Et dans le cas des chiens anxieux, des fois, ils vont se trouver des bébites à capoter après. Donc, un chien qui est anxieux, qui s'ennuie, par exemple, il va peut-être aller à la porte pour écouter et là, il entend de quoi, puis là, on va mourir, c'est la fin du monde. Donc, dans un cas comme celui-là, l'ennui est un facteur. Et c'est pour ça aussi que souvent, les chiens anxieux, ils n'ont pas de switch-off parce que quand ils font rien, ils cherchent des bébites. Fait qu'on a tendance à beaucoup les occuper, ce qui fait qu'ils ont encore plus de misère à rien faire, mais en même temps, quand on essaie de les faire faire rien, ils cherchent des problèmes à capoter après. Donc ça, ici, c'est comme une espèce de problème où il va falloir qu'on utilise d'autres moyens ou qu'on règle certains trucs par rapport à l'anxiété avant d'avoir une meilleure switch-off pour le chien. Mais c'est connu que les chiens qui font de l'anxiété à cause de l'ennui vont
souvent avoir de la misère à se poser quand il se passe rien parce qu'ils cherchent des bébites. Là, vous comprenez qu'ils ne cherchent pas des insectes, ils cherchent des problèmes potentiels. On a Valérie qui dit qu'elle vient d'allumer que je parlais des facteurs dans le sens de les différents facteurs qui peuvent aggraver les problèmes instinctifs. Non, je ne parlais pas du courrier et d'aller la malle. Quoique si on a un chien qui s'ennuie, puis que le facteur ou la factrice s'en vient, vous allez avoir droit à un beau concert. Donc, dans le cas de Archie, qui est l'oncle de Zeph, la douleur le rend très irritable. Il devient sensible à la météo et c'est beaucoup plus difficile. Donc, oui, c'est une excellente observation. De la part de Catherine, je ne l'avais pas mis et je vais le mettre dans ma liste. On a aussi la douleur physique va aggraver tout ce qui est problème émotionnel chez les chiens et chez les êtres humains. C'est vrai et c'est un fait qui est indéniable. C'est pour ça que quand on a les éducateurs canins, si quelqu'un nous contacte pour un problème d'agressivité ou de réactivité qui soudain, là, le chien il y a plus que 4 ans et il n'a jamais exhibé aucun comportement agressif, protection des ressources, réactivité, anxiété, jamais avant et il a passé 4 ans et que c'est totalement nouveau, la première chose qu'on va dire, c'est va chez le vétérinaire, il y a probablement quelque chose qui cloche au niveau physique. Parce que tous ces comportements-là sont bien entendu sur un spectre. On peut avoir une aggravation de problèmes avec le développement du chien. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, Sarah et moi, on a une formation là-dessus. Je vais aller vous la chercher. Donc, vers quel âge on va voir des comportements de réactivité apparaître. Et si c'est après 4 ans, c'est probablement parce qu'il y a un problème médical. Avant ça, c'est probablement quelque chose qui était dans le développement du chien. Et j'ai une formation là-dessus que Sarah et moi on a fait ensemble. Donc on a ici Valérie qui dit mon facteur aggrave souvent la situation quand il tend la main pour flatter le chien qui le sent. Là, bien entendu, elle parle du facteur qui amène son courrier. Donc oui, là, on a quelqu'un qui fait quelque chose que le chien n'aime pas. Et c'est possible aussi que le chien éventuellement associe la présence de cette personne-là à quelque chose qu'il n'aime pas et que juste voir la personne, possible qu'il commence à réagir, ça c'est à cause des antécédents. On va en reparler. On a Maggie Laurence qui dit quand Albert s'ennuie, quand on marche pas assez vite, il se trouve des projets avec des branches. Donc ici, on a un bon exemple de l'ennui comme facteur aggravant d'un comportement qui est instinctif et pas nécessairement un problème selon l'intensité. Donc, on a ici Catherine qui dit que par rapport à Archie, sa réactivité empirait dans les dernières années, il régressait. Son chien avait 6 ans et ils ont découvert que le chien faisait de l'arthrose. Donc, on a un bel exemple ici de comment, exactement comme elle dit, la douleur physique va venir aggraver. Ça peut être à court terme ou à long terme. Catherine demande est-ce qu'un humain avec sa voix ou son comportement avec le chien peut le surstimuler? La réponse est oui. Oui, chez les chiens qui sont très fragiles au niveau de l'excitation, donc chez les chiens à haute énergie, chez les chiens de berger, quand on leur parle avec une petite voix aiguë, puis lorsqu'on fait beaucoup de mouvements, lorsqu'on s'exclame, dans certains cas aussi, lorsque le ton de voix va être très excité, et lorsqu'on a tendance aussi à mettre, sans le vouloir, de la pression sur les chiens, et dans certains cas qui sont quand même assez rares, mais ça arrive lorsqu'on va aussi beaucoup répéter. Il y a des gens qui ont beaucoup tendance à répéter certaines choses à leur chien. Ça peut créer de la surstimulation. Et ça, ici, je l'ai vécu avec Rina, qui est
qui est couchée en dessous de mon bureau. Elle attend que j'aie besoin d'elle. Vous l'avez vu passer il y a pas longtemps. Vous avez vu mes deux filles passer. Donc, dans le cas de Rina, c'est un excellent exemple de chien qu'on peut facilement, avec la voix ou le comportement surstimulé. Lorsqu'elle était jeune, j'ai fait excessivement attention à ça parce que je ne voulais pas la garder dans un état qui était surstimulé. Je voulais que son état normal soit d'être calme. Donc, je faisais très attention à ça. Et lorsqu'on avait des contacts avec des gens, je devais leur dire de faire attention à la façon dont ils parlaient à Rina lorsqu'elle était jeune. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus résiliente parce qu'elle a 6 ans et parce qu'on l'a énormément travaillé. Je l'ai beaucoup désensibilisée aussi. Mais oui, Catherine, c'est une excellente question et c'est très important de faire attention à ça. Je me rends compte aussi que beaucoup de gens veulent que le chien soit dans la joie, dans une espèce d'état de béatitude, sans réserve et sans inhibition avec leur chien. Et ça a beaucoup tendance à exciter les animaux. Et je l'ai vu surtout dans le cas de Zeph. Zeph, euh, mon corgi, mon Pembroke, mes parents, ils aiment ça quand Zeph il est content puis qu'il chante des chansons. Ils trouvent ça cute de voir Zeph miauler. On appelle, bien entendu, il miaule pas, mais il fait des petits bruits. Fait que lorsque j'arrive chez mes parents, ils ont tendance à l'exciter pour vouloir que Zeph, ils disent, il nous fait des joies. Mes parents, ils trouvent ça mignon. Mais ce qui arrive, c'est qu'à force de l'exciter, il a commencé à développer beaucoup plus de comportements de sauter, d'agripper, de mordiller avec les dents d'en avant parce que mes parents en mettaient pour qu'ils leur chantent des chansons et qu'ils fassent des gros accueils. Et je le vois, ça, beaucoup de gens qui aiment que leur chien soit dans une espèce de joie sans réserve et sans inhibition, c'est pas nécessairement toujours aussi une bonne chose pour les chiens parce que ça encourage les débordements. Et même que une de mes étudiantes, à un moment donné, se pensait que son chien était malheureux parce qu'il n'était pas dans cette espèce de joie sans réserve-là, alors que son chien était tout à fait content, mais calme. Mais elle voulait qu'il aille dans la queue, dans les airs, les oreilles dressées. Donc, je pense que on a tellement l'image du chien comme étant euh, dans la béatitude profonde qu'on oublie que le chien n'est pas toujours obligé d'être content et excité. Excitation ne veut pas toujours dire joie et on veut faire attention. C'est correct d'avoir de l'excitation de temps en temps, mais on veut faire attention de ne pas encourager nos chiens à être constamment dans l'excitation aussi. On a Catherine qui dit souvent on confond les vecteurs d'anxiété, donc quand le chien fait le fou, de ce dont on a parlé la semaine passée, avec de la joie. Donc, effectivement, on veut porter une attention à l'ensemble du langage non verbal du chien pour savoir est-ce que le chien y est effectivement juste content ou il est en stress et il est en train de faire de l'apaisement en donnant des lichettes puis en s'épanchant devant le monde ou les autres chiens ou en train de courir tout énervé parce qu'il est en faire le fou. Donc, Catherine demande si le fait de mordiller, c'est de la c'est à cause de la stimulation. Oui, donc c'est un effet de l'excitation dans ce cas-ci. Il n'y a aucun stress, mais à force d'encourager le chien à s'énerver, ben justement, il s'énerve et il va tomber dans des comportements instinctifs comme celui-là qui est comme de pain souillé avec les dents en avant. Donc, l'excitation, c'est un autre
facteur qui va aggraver les comportements instinctifs. Probablement aussi que vous avez déjà vu que quand vous essayez de jouer avec votre chien, peut-être vous l'avez excité vraiment, vraiment très, très gros, il s'est mis à avoir des comportements de débordement. Et moi-même, je me suis déjà avec Ellie ramassée avec un œil au beurre noir à cause de ça, parce que je l'avais full excitée quand elle était jeune, parce que j'essayais de faire du drive building avec elle, puis elle m'a pas dans la face et je me suis ramassée avec une grosse poque. Et là, j'avais l'air d'une femme battue. Mais c'était de ma faute, tout simplement. Fait qu'à nouveau, là, l'excitation, c'est pas mauvais, OK? Je vous dis pas de jamais mettre vos chiens en état d'excitation, mais on veut faire attention à ne pas confondre excitation et « Ah, mon chien, il est de bonne humeur » et à vouloir le garder dans cet état de bonne humeur et de joie-là. C'est pas bénéfique d'être constamment excité. Donc, on veut faire attention à ce genre de choses-là. Une autre chose aussi qui va aggraver les problèmes émotionnels et surtout les comportements instinctifs, c'est la frustration. Et ça, ici, on le voit beaucoup au niveau de la prédation. Quand n'importe qui a déjà promené un chien en laisse a vu que le fait, quand le chien voit un chat errant ou un écureuil ou un chevreuil, et qu'on tire sur la laisse pour continuer, ça fait que le chien a encore plus envie d'y aller. Et ça aussi, en réactivité, ça peut arriver. Si on tire le chien par en arrière, ben, ça lui donne encore plus envie de plonger par en avant à cause du réflexe d'opposition. Et malheureusement, la frustration, c'est quelque chose qui va augmenter beaucoup, beaucoup, beaucoup la prédation. Et on veut faire attention à ça. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on va laisser le chien aller à chaque fois. Et là est le problème. C'est qu'on a aussi dans les facteurs qui vont aggraver. Là, on est plus à long terme dans le cas de la frustration et dans le cas des antécédents, mais c'est quand même important de le mentionner. Au niveau des antécédents, ça va aggraver les comportements de débordement et les comportements instinctifs si c'est des situations dans lesquelles le chien se retrouve plongé souvent. Donc, le chien éventuellement va associer telle situation égale débordement. Donc, il va commencer, excusez-moi, à déborder de plus en plus vite. À nouveau, si votre chien a tendance, par exemple, à agripper les joues de vos autres chiens lorsqu'il passe la porte pour aller jouer dans la cour, mais vous allez voir en soirée, hein, là, on a plein de facteurs en même temps. On a de la fatigue, on a des antécédents. Quand on s'approche de la porte, il va arriver en courant puis il va être prêt à agripper. Pourquoi? Parce qu'il y a des antécédents. Et les antécédents peuvent être par rapport à quelque chose que le chien veut et ils peuvent être par rapport à quelque chose que le chien ne veut pas, comme on a parlé du facteur qui apporte le courrier et qui essaye de flatter le chien à chaque fois. Si on a un chien qui n'aime pas les étrangers et qui n'aime pas se faire toucher, c'est possible que le chien associe la présence du facteur à « oh, il va encore essayer de me toucher ». Fait qu'il commence à être pas content dès qu'il voit le facteur. Un autre exemple d'antécédent aussi, si vous habitez sur une rue qui est très passante de telle heure à telle heure, puis qu'à un moment donné, vous êtes comme, on dirait que mon chien, il sait que là, c'est l'heure, puis qu'il s'en va se parker devant la fenêtre pour japper. Mais c'est parce qu'il y a une prévisibilité de quelque chose qui va arriver. Et les antécédents vont augmenter ou diminuer les comportements à séquence, comme la protection des ressources, la réactivité, par exemple, parce que plus le chien est plongé dans la séquence, plus vite il va escalader. La même manière, si on a un chien qui fait de la protection des ressources ou de la réactivité, et que dans cette situation X, il est capable de prédire que
ça va être correct, qu'il n'y aura pas de problème. La séquence va commencer à s'allonger. Et on va même pouvoir modifier la séquence pour que le chien, comme par exemple dans le cas de Rina qui faisait énormément de protection des ressources, pour qu'avoir énormément d'avertissements pour pouvoir, au fond, intervenir avant que l'agressivité monte. Dans le cas de réactivité, aussi, on va avoir un chien qui, plutôt qu'aussitôt qu'il voit un autre chien ou une personne, il explose, va avoir de plus en plus de comportements au début de la séquence en allongeant et qui va même venir vous demander de l'aide pour que vous gériez la situation pour lui. Mais ça arrive parce que les antécédents vont prouver au chien que vous êtes là pour gérer, il ne va rien se passer et que ça va être correct. Donc, les antécédents peuvent être positifs comme négatifs et on va faire attention à ça. Okido, deux autres facteurs qui vont vous surprendre avant qu'on se laisse. Donc là, ici, on est plus au niveau des comportements instinctifs, mais ça fonctionne pareil pour le débordement émotionnel. Un autre facteur qui va temporairement aggraver les comportements instinctifs, surtout la prédation, et les comportements de débordement, c'est la facilitation sociale. Donc, je vous ai parlé au début de la présentation, il y a une marmotte qui s'est retrouvée dans ma cour il y a quelques semaines. Ellie et Irina l'avaient vue. Elles n'ont pas nécessairement parti après la marmotte, mais quand il y en a une qui est partie, l'autre a parti et donc les deux ensemble ont chassé la marmotte par facilitation sociale. Donc, la facilitation sociale, c'est lorsque plusieurs individus dans un groupe, qu'il soit permanent ou temporaire, vont présenter un comportement instinctif, les autres vont se mettre à le faire. Ce n'est pas, ça ressemble à de l'imitation, mais l'imitation a une définition qui est différente. On ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Mais si vous avez un chien qui creuse, c'est très possible que les autres se mettent à creuser aussi. C'est un exemple de facilitation sociale. Si vous avez un chien qui part après une bébite, les autres chiens vont courir aussi dans la même direction. Encore là, c'est un exemple de facilitation sociale. Si vous avez un chien, si vous avez plusieurs chiens que vous promenez ensemble et il y en a un qui réagit par réactivité, c'est possible que les autres se mettent à réagir aussi. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui fait un show et qui se met à réagir et à déborder, les autres vont des fois se mettre à déborder émotionnellement aussi parce que le reste du groupe fait ça. Donc, on veut faire attention. Il y a à ce genre de choses-là aussi en réactivité. Si vous avez deux chiens en même temps, c'est beaucoup plus difficile. Vous ne pouvez pas donner votre 100% à deux chiens en même temps. C'est mathématiquement impossible. Donc, souvent, on oublie l'effet de la facilitation sociale au niveau des comportements instinctifs et des comportements de débordement, mais c'est un facteur qui est important. Donc, un chien peut facilement ignorer. Un exemple, tout le monde qui ont plusieurs chiens savent que quand il y en a un qui se met à japper, les autres ils se mettent à japper sans nécessairement savoir pourquoi. Et le premier qui a jappé va continuer à japper parce que les autres jappent. Fait que là, tout le monde jappe. Mais personne ne sait pourquoi ils jappent, mais ils jappent. Donc, ça ici, c'est lorsqu'on a plusieurs chiens ensemble, que ce soit temporairement ou de manière permanente, c'est un facteur qui va influencer quasiment tout. Surtout s'il y a de l'irritation dans le groupe de chiens, mais là, encore là, on est à multiples facteurs ensemble. Et le dernier facteur qui va temporairement aggraver les comportements de débordement émotionnel ou les comportements instinctifs. Et une autre des raisons aussi pourquoi souvent les grosses situations arrivent souvent en soirée, c'est la fatigue des humains. Parce que nous aussi, on fait partie de l'équation. Nous aussi, on a un rôle à jouer là-dedans. Et nous aussi, on est
pas tenu à la perfection 24 heures sur 24. Et lorsque nous-mêmes, on est fatigué, on prend des moins bonnes décisions, on est beaucoup plus irritable, on fait moins attention et souvent les erreurs de gestion, par exemple une barrière mal fermée, euh, quelqu'un qui va mal réagir dans une situation X, ça va surtout arriver en soirée parce que les humains sont fatigués. Et si vous avez un gros plan d'entraînement pour une situation X, il va falloir tenir compte aussi du facteur humain, c'est-à-dire vous là-dedans, parce qu'on n'est pas des robots. Il n'y a personne ici qui peut être tenu à la perfection 24 heures sur 24, ce n'est pas possible. Donc, Catherine avait parlé que justement, sa chienne avait eu vraiment de la misère à la fin des pères, à la fin. Euh, elle jappait énormément jusqu'à ce que la visite parte. C'est pour ça que les humains, dans cette situation-là, ont elles-mêmes, Catherine, ne devait pas prendre les décisions les plus optimales parce qu'elle-même était fatiguée, puis probablement les oreilles irritées ou aussi se sentir coincée entre les besoins de notre chien et les besoins de la visite. Et ça, ici, c'est juste normal. Et je pense que c'est important de le mentionner. Donc oui, il y a le chien. Oui, on va être compréhensif par rapport aux facteurs aggravants. Oui, on veut aussi faire attention à l'existence de ces facteurs-là et de se dire, par exemple, si j'ai un rendez-vous chez le vétérinaire cette journée-là, j'irai pas planifier une grosse activité avec mon chien dans lequel il risque d'avoir des comportements que je ne veux pas. Dans cette journée-là, on veut faire attention à l'ensemble des facteurs. On veut aussi faire attention à la fatigue et aux émotions de la personne à l'autre bout de la laisse. Si vous-même, vous êtes pas dans votre assiette cette journée-là, ben c'est peut-être pas nécessairement le meilleur moment pour aller faire des gros entraînements ou pour aller vous mettre dans une situation où vous n'agirez pas de manière optimale. Un bon exemple de ça, à un moment donné, j'avais des gens qui sont venus chez nous, mais j'ai été mettre, quand Rin était jeune, j'ai été la mettre dans une autre pièce avec des trucs agrugés parce que je savais que moi, j'avais pas envie de me sentir coincée entre ma chienne et les besoins de ma visite parce que je savais que Rina avait des hauts besoins lorsqu'elle était jeune. Donc, j'ai pris le facteur humain en considération. J'étais fatiguée, ça me tentait pas. Tout n'est pas obligé d'être une séance d'entraînement aussi. Donc, j'ai pris une décision en fonction de ça. Donc, le facteur humain est très important aussi et souvent dans les protocoles, on a tendance à l'oublier en demandant aux gens d'en faire plus. Mais c'est important de se demander est-ce que c'est réaliste et est-ce que c'est le moment aussi. Et c'est correct des fois de se dire mon chien il serait capable, mais moi là ça me tente juste pas. Donc, ça m'est déjà arrivé d'aller à des activités seules, sans mes chiens, parce que ça me tentait juste pas d'aller me mettre dans cette situation-là, parce que moi, je n'étais pas mentalement disponible, tout simplement. J'ai été malade dernièrement. Je le sais que dernièrement, mes chiens ont fait des trucs plus de routine. J'ai pas été faire des gros entraînements avec eux parce que j'étais juste pas là dans ma tête, tout simplement. Donc, ça ici, je pense que c'est important à prendre en considération lorsque j'avais des jeunes chiots. Aussi, ça m'est déjà arrivé de les envoyer se coucher tôt parce que là, j'étais comme là, c'est le moment à moment. Tu vas aller prendre ton petite affaire à gruger, là, tu vas aller faire un petit dodo, j'ai besoin d'une pause parce que je peux pas être ta super mère entraîneur en renforcement positif 24 heures sur 24 là, j'ai besoin que tu ailles t'occuper puis moi je vais aller faire
mes affaires, me recharger ma patience. Et ça m'est arrivé de le faire lorsque j'avais des chiots et c'est tout à fait correct de faire ça aussi. Donc, on a Catherine qui dit qu'ils ont isolé le chien dans une pièce avec de la nourriture. Parfait, c'est super correct. Parce que comme on a dit à un moment donné, là, comme disait mon grand-père, un moment donné, c'est un moment donné. On ne peut pas vivre à 100% en fonction de nos chiens non plus. On ne peut pas nous oublier. Parce qu'à un moment donné, du jus pour les aider, on n'en aura plus. Donc, on a Maggie Laurence qui dit ce dernier facteur est tellement important. Quand on ne se sent pas à notre meilleur, on skip une période d'entraînement. Et même si c'est difficile, c'est pour le bénéfice à moyen long terme. Ça s'applique pas juste en réactivité ou en anxiété. Et ça, ici, je le crois vraiment gros. Et pour avoir vécu moi-même avec des chiens pas évidents, je trouve que dans les protocoles, on parle beaucoup de légitimer, beaucoup le chien, le chien, le chien, ses besoins, ses besoins, ses besoins. Mais on oublie beaucoup aussi la personne qui vit avec cet animal-là. Et ça, ici, c'est probablement mon prochain cheval de bataille en entraînement. Oui, mais il faut être R plus aussi envers les gens. On ne peut pas toujours demander plus, 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 plus. Mais bon, ceci, c'est une discussion pour un autre jour. Pour l'instant, c'est le temps des dernières questions. Avez-vous des dernières questions, commentaires, observations par rapport à ce dont on vient de parler? Aussi, avant que je fasse la récapitulation, du 25 au 27 juin, c'est la fête anniversaire de la compagnie, donc de Eve et ses chiens. Ça fait 6 ans que ça existe, donc un énorme vague de gratitude envers tout le monde qui sont encore là pour m'écouter après 6 ans. Je suis tellement contente que vous soyez dans ma vie. Je me sens tellement honorée de pouvoir être dans la vôtre. Et du 25 au 27 juin, ça va être la fête dans mon groupe. Je vais vous donner des cours sur la réactivité. Il va y avoir des événements, il va y avoir des lives. Ça va être vraiment génial. Vous pouvez vous inscrire au groupe. Vous y êtes probablement même déjà. Et et aussi, les portes de mon programme Mon chien réactif vont réouvrir. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient ça va être quand. Donc, ça va être du 25 au 27 juin. J'ai vraiment super hâte de vous accueillir, non seulement dans la fête d'anniversaire, mais aussi dans le programme Mon chien réactif pour celles qui attendent ça. Ça va être vraiment génial. Vous allez voir, on a beaucoup de progrès et de fun dans le programme. Donc, je vous attends dans le groupe. Ça va être vraiment bien. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. OK, il n'y a pas de. Ben oui, pour le groupe, vous avez besoin de joindre le groupe, mais il n'y a pas de formulaire à remplir, il n'y a pas de rien. On fait ça simple. Donc, parfait. Catherine a dit que sa chaîne allait japper, mais ils ont respecté leurs besoins d'humains. Donc, mais oui, puis des fois, c'est ça la vie. Donc, récapitulatif avant qu'on se laisse. Et d'ailleurs, s'il y a des dernières questions, observations, c'est le moment de les mettre dans le chat. Donc, d'ailleurs, je vais vous mettre l'adresse du groupe, hein, ça vous aiderait. Pour l'événement anniversaire, je vous mets ça ici. Donc, on a parlé des facteurs qui augmentent temporairement les comportements instinctifs, protection des ressources, territorialité, prédation, et on a parlé aussi, et aussi des comportements de débordement émotionnel comme le chien qui ne gère plus, la surexcitation, la réactivité, l'anxiété et toutes ces grandes familles-là. Donc, on avait les événements stressants, le manque d'activité physique, la surstimulation, la fatigue, l'ennui, la douleur physique, la surexcitation qui peut ressembler à la surstimulation, mais ce n'est pas exactement pareil, la frustration, les antécédents, la facilitation sociale et la fatigue des humains. Donc, c'était les facteurs dont on a parlé aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Il n'y aura pas de live hebdomadaire. Donc, ça va être notre événement
de vente, pas de vente de fête, anniversaire, du 27, du 25. Là c'est moi qui commence à être fatiguée, je déparle. Du 25 au 27 juin. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Bye bye.